Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène pour l'émission Regards sur l'actualité. Et tout de suite, nous accueillons Didier Georges. Bonjour Didier Georges. Oui, bonsoir. Alors merci d'être en notre compagnie. Didier Georges, vous êtes co-directeur du programme de recherche exploratoire IRIMA, un programme d'investissement d'avenir dans le cadre du plan France 2030 et qui est copiloté par le BRGM, le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. C'est un programme qui prône une gestion intégrée des risques pour des sociétés plus résilientes à l'ère des changements globaux et qui a pour objectif de formaliser une science du risque. Vous êtes également enseignant-chercheur au sein de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Voilà pour les présentations rapides, Didier Georges. Tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur peut-être le rôle de ce programme et les ambitions qu'il contient. Oui, alors ce programme, comme vous l'avez dit, est un programme d'envergure nationale. C'est effectivement un programme qui se veut vraiment en capacité de fédérer des équipes, des équipes qui travaillent dans les différentes facettes de la science des risques. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs à la fois, bien sûr, au niveau universitaire, au niveau des grands organismes de recherche, aussi des EPIC, puisque dans notre consortium, nous avons, outre le BRGM, nous avons l'INERIS, nous avons également l'IRSN. Donc, je veux dire par là que ce qui est notre objectif dans ce projet, c'est vraiment d'arriver à fédérer des disciplines qui sont, disons, construites autour de 4 socles disciplinaires. A priori, les géosciences, c'est fondamental, les géosciences dans les risques naturels, mais aussi, bien sûr, les sciences humaines et sociales, l'ingénierie, les sciences de l'information, du numérique, d'une manière générale. Et il y a un fort besoin, en fait, de fédérer ces différentes disciplines parce qu'aujourd'hui, elles travaillent un petit peu, souvent encore, en silo, de façon un petit peu individualisée. Et donc, il y a un effort d'interdisciplinarité à conduire. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être ce qu'on entend par une science des risques ou du risque? Est-ce que le singulier ou le pluriel a ici son importance? Et qu'est-ce que vous entendez par proposer une vision intégrée du risque? Alors, l'idée, évidemment, il y a une multiplicité des risques. Alors, de là à dire il y a une science du risque, je pense qu'il vaut mieux peut-être employer le vocable science des risques, même si on l'utilise un petit peu pour simplifier science du risque. Justement, la difficulté que l'on a à travers ce projet, notamment, c'est de pouvoir effectivement arriver à faire travailler finalement des disciplines qui ont des sujets d'accroche, je dirais, qui sont liés à certains types de risques. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce qu'il y ait une vision intégrée, une vision un peu globale, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler sur des risques isolés. Il y a des phénomènes de risques qui sont de plus en plus couplés entre eux. Bien sûr liés au changement global, et ces risques, si on les traite de façon un peu isolée, ou si on traite par exemple les aléas d'un côté, si on traite les vulnérabilités d'un autre, eh bien on va passer à côté de ce qui est finalement répondre aux enjeux et apporter des solutions finalement au niveau des citoyens. L'idée c'est d'apporter aussi des outils au-delà de la recherche, c'est d'améliorer le bien-être de la société. Notamment bien sûr, et puis conseiller, alors la société c'est multiple, c'est à la fois des décideurs, mais pas que, c'est des citoyens aussi, et pour les décideurs c'est aussi les accompagner dans les choix qu'ils ont à faire, et puis peut-être mieux aussi appréhender pour la société en général une culture du risque, et une culture un peu de la durabilité aussi, puisque derrière tout ça il y a aussi des enjeux forts de résilience et de durabilité. Voilà. Donc. Oui, pardon. Vous pouvez finir, oui. Voilà. Donc je crois que c'est un petit peu le cœur de notre projet, c'est vraiment d'avoir des équipes parmi les équipes les plus, j'allais dire, les plus marquantes, les plus dynamiques au niveau national, les regrouper
et faire en sorte qu'elles travaillent, qu'elles aient une réflexion, qu'elles apprennent aussi à se connaître, parce que dans la notion d'interdisciplinarité, il y a aussi besoin de connaissances mutuelles. Avant même de parler d'une nouvelle science, il faut aussi apprendre à se connaître et essayer de faire apparaître et de faire de mettre en avant des complémentarités, faire en sorte que on puisse, à travers des outils qu'on va essayer de bâtir dans ce programme, faire travailler des équipes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler en famille. Voilà, disciplines qui n'ont pas l'habitude. On comprend qu'il y a un besoin d'une recherche qui est résolument transdisciplinaire. Finalement, quelles sont les différentes disciplines qui vont être incluses dans cette recherche ? Vous avez également parlé notamment de culture du risque. Alors, je pense principalement au rôle des sciences humaines et sociales qui vont avoir une part importante à jouer quant à intégrer aussi l'humain. Absolument. Alors ça, c'est fondamental. On a 4 piliers, ce que j'évoquais tout à l'heure. Bien sûr, il y a l'essence traditionnelle de l'aléa, de l'aléa naturel ou de l'aléa industriel, donc l'ingénierie, les géosciences, mais comme vous le soulignez, il y a aussi une part très très importante du programme qui s'appuie sur les différentes composantes des sciences humaines et sociales. Alors je dis différentes composantes parce que c'est extrêmement varié. Ça peut être des sciences, des sciences politiques, pour définir pour réfléchir à des politiques publiques en matière de gestion des risques. Ça peut être évidemment, y compris des économistes, des financiers, des historiens aussi. C'est important de s'appuyer sur l'histoire, pour pouvoir effectivement du passé tirer des leçons pour le présent et pour le futur. C'est bien sûr aussi des psychologues, des juristes. Donc voilà, on a, je dirais, entre guillemets, un catalogue au niveau des SHS qui est très important et qui va nous permettre aussi d'éclairer ce qui est fait, je dirais peut-être plus traditionnellement par des chercheurs issus des géosciences ou issus de l'ingénierie, et à mieux comprendre les enjeux aussi en termes d'impact sur la société. Voilà. Et alors Didier Georges, on aimerait peut-être revenir avec vous sur quelques précisions lexicales et sur la manière dont on construit également une langue commune pour penser cette voire transdisciplinarité. Ici, on le sait particulièrement bien, à Cité Anthropocène et Radio Anthropocène, on est né du programme École urbaine de Lyon qui a eu cette ambition. Oui. Alors comment concrètement on fabrique des lexiques pour dialoguer ensemble à partir de disciplines qui sont pour le moins éloignées? C'est effectivement un grand défi. Alors, je dirais mon expérience personnelle antérieure même au projet IRIMA me permet d'avoir quelques idées sur la question, puisque sur Grenoble, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de piloter un projet qui était financé par l'IDEX, qui s'appelait tout simplement Risque, dans lequel on a été très vite confronté à cette problématique du dialogue entre les disciplines. Et on a effectivement fait un travail considérable dès le départ, dès la construction du projet, et ça on l'a fait également dans le cadre du projet IRIMA, mais on l'a entretenu, je dirais, tout au long du projet. On va l'entretenir tout au long du projet, qui va durer 8 ans. L'idée, c'est de pouvoir construire des dialogues permanents, c'est-à-dire on va très simplement, les outils qu'on imagine. Premier outil, évidemment, c'est des outils relativement classiques, de type séminaire croisé, mais aussi d'une manière peut-être plus concrète, isoler, identifier des problématiques qui sont partagées, qui sont pas nécessairement donc comprises de la même manière entre les disciplines, mais ces problématiques qu'on va faire apparaître à travers les différents projets ciblés qu'on a en place, vont nous permettre, par exemple, à travers des encadrements doctoraux, à partir également, d'écoles d'été qu'on va faire régulièrement tout au long de ce programme, on va justement essayer d'enrichir et de faire avancer cette compréhension mutuelle. C'est aussi à travers l'encadrement de jeunes chercheurs, moi je crois beaucoup à ça, des co-encadrements interdisciplinaires. Et on a vu à Grenoble que ça avait un impact et un succès tout à fait intéressant. On a eu des travaux de recherche extrêmement performants d'ailleurs, dans un contexte d'interdisciplinarité,
qui ont dépassé même les espérances qu'on avait. Je pourrais vous citer quelques exemples, si vous le souhaitez. On reviendra peut-être sur ce sujet plus en aval. Toujours sur ces questions lexicales, Didier Georges, vous avez fait le distinguo entre les notions d'aléa, de vulnérabilité, de risque. On le sait, Ulrich Beck, dès les années 80, parlait de cette société du risque qui serait advenue. Et aujourd'hui, cette notion demeure parfois débattue, certains lui préférant le terme de vulnérabilité. Qu'en pensez-vous à titre... peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut envisager le risque comme un élément qui serait extérieur au système quand la vulnérabilité intégrait cette dimension de fragilité comme un élément constitutif du système lui-même? Alors, en fait, moi, je m'en tiens un petit peu à une définition qui est quand même assez largement acceptée, je dirais, au niveau des différentes disciplines qui s'intéressent au risque, à savoir que, pour définir le risque, on y met 3 composantes, des aléas, des phénomènes aléatoires, qui vont être des phénomènes déclencheurs. Mais pour que ces aléas, ces phénomènes déclencheurs aient un impact, il faut qu'il y ait effectivement une vulnérabilité. Donc il y a une composante qui est excessivement importante. Il y a un triptyque en fait maintenant un petit peu traditionnel pour définir le risque. C'est l'aléa, la vulnérabilité et aussi une troisième notion aussi qui est souvent introduite qui s'appelle l'exposition au risque. Il faut être exposé au risque pour que effectivement il y ait un impact des aléas en quelque sorte. Voilà. Donc j'avoue que je suis plutôt dans cette école de pensée entre guillemets organisée autour de ce triptyque. Donc aléas, vulnérabilité et exposition. Sachant qu'effectivement il y a des phénomènes d'interdépendance. Un aléa, un aléa qui se produit dans le désert, par exemple, ne va pas produire un impact identique. Un tremblement de terre dans une zone désertique ne va pas produire un impact équivalent à ce qui se passera dans une zone urbanisée et dans un contexte en plus économique éventuellement ou de corruption effectivement, qui vont faire que il y a tout je dirais un background qui va favoriser effectivement l'amplification et l'émergence d'une catastrophe, puisque finalement le risque c'est aussi in fine quelque chose qui va ou ne va pas se traduire par une crise ou une catastrophe. Et au sujet de cette culture du risque que vous évoquiez tout à l'heure, on pourrait considérer que l'Anthropocène serait véritablement l'avènement de cette société du risque ou de la vulnérabilité généralisée, au sens où les aléas seraient, comme qui dirait, non pas partie prenante, mais le fait constitutif de cette période dans laquelle nous serions entrés. Et à ce titre, j'aimerais peut-être vous demander si vous voyez une distinction entre la précaution, un principe juridique qui est inscrit dans le Code de l'environnement et la Charte de l'environnement, je crois, et la préparation. Est-ce que vous avez connaissance à ce titre des travaux peut-être de Frédéric Keck qui parlait de cette notion de préparation à travers son livre Les Sentinelles des pandémies? Est-ce que vous voyez une différence, vous, entre ces deux notions de préparation et de précaution? Oui, préparation, c'est, je dirais quelque part, c'est quelque chose qui va un peu plus loin qui va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va effectivement se préparer parce qu'on sait qu'on a des expositions, qu'on a des vulnérabilités, qu'il y a des renforcements d'aléas. Effectivement, ce qui caractérise quand même l'Anthropocène, donc finalement l'action de l'homme qui par effet cascade produit un certain nombre de dérèglements, donc d'aléas qui sont susceptibles d'aléas naturels, mais pas que, les aléas technologiques, qui est de nature effectivement à amplifier. On le voit très clairement aujourd'hui, malheureusement, je dirais, cette amplification. Et donc, ce travail qui est nécessaire dans la science des risques, c'est effectivement d'avoir ce distinguo et de mettre en place une vraie stratégie de préparation. Ça, c'est tout à fait évident. Il faut aller au-delà. Il faut mettre en place soit par de l'action publique, mais pas que de l'action publique. C'est aussi au niveau de chaque citoyen qui a aussi une nécessité aussi de se préparer soi-même, je dirais d'une certaine manière, pour faire face
à cette recrudescence effectivement de phénomènes qui risquent de se succéder, de se cascader. On dit aussi beaucoup de risques en cascade. Qui vont effectivement de plus en plus, je dirais malheureusement, dans les dizaines d'années qui viennent, devenir des phénomènes prépondérants. C'est certain. Alors vous mentionnez justement le besoin pour les usagers, les habitants des territoires qui sont touchés par ces risques, le besoin aussi de s'adapter, de prendre des responsabilités. Pourtant, on a aussi beaucoup de biais qui entourent la notion de risque. Il y a une mémoire du risque qui est parfois difficile à élaborer, une perception du risque qui est encore trop faible pour les usagers. Alors finalement, est-ce que c'est un frein à l'avancée de la gestion des risques et comment est-ce qu'on prend en compte ces biais de perception ? Alors ça c'est une des difficultés et c'est une des préoccupations fondamentales effectivement de nos collègues au niveau des SHS. Nous ce qu'on imagine c'est un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire que c'est là où justement notamment l'utilisation des sciences du numérique peut faire sens. C'est-à-dire accompagner les citoyens à la fois en les mettant à travers des scénarisations un petit peu augmentées, par exemple, c'est une des pistes qu'on est en train d'imaginer, c'est de mettre finalement les citoyens que nous sommes tous, en situation aussi d'être confrontés à des scénarios de phénomènes en cascade, d'aléas et de leurs conséquences. Et je pense que ce travail-là, qui peut-être en France est un peu moins développé que dans certains pays, pour certaines typologies de risques, je pense au Japon en particulier, où là la population est quand même assez fortement sensibilisée aux risques telluriques, etc., et à ses conséquences. Par exemple, ce travail-là, dans un contexte français où on va être de plus en plus effectivement soumis à des aléas climatiques, c'est vraiment là où on va avoir effectivement une très forte émergence de risques de catastrophes. C'est par ce biais-là, par le biais de mise en situation, moi je crois beaucoup à ça. Déjà des structures existent, des outils existent, je veux dire, comme les jeux sérieux, des choses de ce type-là, mais peut-être aller beaucoup plus loin sans nécessairement essayer de paniquer les gens. L'idée, c'est d'arriver à ce que les choses ne deviennent pas non plus des sources d'anxiété pour la société, mais de trouver un juste équilibre pour que les gens soient dans une disposition, j'allais dire d'esprit au départ, et une capacité de résilience peut-être un peu plus grande par une meilleure connaissance des risques. Et même au-delà de l'inclusion de l'habitant, il y a des recherches qui ont montré, des articles qui ont montré que l'humain peut aussi être à la source de l'aide à l'observation de ces phénomènes climatiques. Vous parlez notamment des données technologiques, des données citoyennes. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour notre projet. J'ai pas trop insisté sur la dimension numérique des choses, mais effectivement que ce soit les réseaux sociaux, les informations qui transitent par les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va être les outils liés à ce qu'on peut appeler le crowdsourcing ou crowdsensing, puisque de plus en plus, on a des dispositifs qu'on peut embarquer, etc., qu'on peut déployer à l'échelle d'une ville, ou simplement à travers son portable, on a un outil à travers des vidéos, à travers des échanges, j'évoquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais voilà, toutes ces données-là, effectivement, elles vont prendre de plus en plus d'importance. Je pense que dans cette dynamique, qu'on peut considérer de société, vis-à-vis du risque, je pense que c'est quelque chose dont les équipes auxquelles les équipes sont très sensibilisées dans le projet IRIMA, et on aura de toute façon, on va notamment mettre en place très vraisemblablement une plateforme de données citoyennes, quelque chose, ou en tout cas fédérer un certain nombre de plateformes s'il en existe. Il y en a relativement peu sur des plateformes de données géotechniques ou géosciences. Il n'y a pas de souci, il y a des infrastructures très 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 solides, et ça, on va pas recréer ce type d'infrastructure au sein du projet IRIMA. Mais cette dimension-là, effectivement, est assez fondamentale. Et puis cette capacité à travers les outils numériques d'aider, d'expliquer, d'échanger aussi avec les personnes
y compris dans des situations de crise. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est un fort enjeu. Alors, si on se penche maintenant, Didier Georges, peut-être sur la question de l'opérationnalisation de ces recherches, et si on s'intéresse à la question de la coopération avec les différents acteurs, au-delà des acteurs scientifiques, des territoires qui pourraient être exposés aux risques. Je pense aux entreprises, aux collectivités. Est-ce que vous avez des ambitions de s'associer avec ces différents acteurs pour développer d'une part une culture commune du risque qui soit territorialisée, et d'autre part peut-être pour participer à la redirection ou à la bifurcation de certaines activités qui pourraient être moins compatibles avec les enjeux du changement global? Oui. Alors, ça fait partie effectivement de la mise en œuvre, j'allais dire, de notre projet. Et on a ce qu'on appelle des projets ciblés, là, qu'on est en train de mettre en place. Et en particulier, on est en train de constituer en fait 5 pôles majeurs, 5 pôles qui sont assez régionalisés. Vous allez voir. Il y a un premier pôle qui va être un pôle plutôt dédié, qui sera autour de Bordeaux et de ses partenaires. Alors, il faut savoir que la région Aquitaine, par exemple, est très fortement partie prenante de cette démarche-là, autour des risques littoraux. Donc, tout ce qui est dynamique et aléas littoraux dans toute la variété des systèmes côtiers. Alors là, on parle de la côte atlantique, mais bon, bien entendu, il y a des enjeux aussi en Méditerranée, qui sont pas exclus du tout. Mais il y aura donc effectivement l'idée aussi de se rapprocher, quand c'est possible, des régions, des acteurs, des collectivités territoriales, des communautés de communes. Ça, c'est très important. Et ça, on a ça effectivement en tête. Donc que ça soit au niveau, j'ai évoqué le risque littoral. Bon, sur la montagne, autour de l'université de Grenoble, s'agrègent un certain nombre de partenaires, puisque bon, on va parler du risque alpin, mais il n'y a pas que Grenoble, bien entendu. D'autres partenaires, y compris dans le sud de la France. Et là encore, on aura cette capacité, je pense, à pouvoir s'appuyer sur des partenaires. Et ça, c'est notre volonté aussi, d'avoir un réseau de parties prenantes, y compris à l'échelle territoriale, pas uniquement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des territoires. Moi, je donnerai un exemple sur Grenoble. On a, dans le vécu qu'on a eu à travers le projet IDEX, que j'évoquais tout à l'heure, construit un fort partenariat, une forte interface avec une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Parn. C'est un pôle alpin des risques naturels, qui est une structure associative qui est très très en interface, qui fait l'interface entre les équipes de recherche et les collectivités territoriales, les communautés de communes, par exemple la communauté de communes de Grenoble, et on a cette capacité, je pense, à s'appuyer sur des outils de ce type-là, et c'est très important. Et sur la territorialisation de ces projets, justement, dans quel sens les dynamiques s'opèrent-elles? Est-ce que les collectivités territoriales sont généralement demandeuses et proactives dans un mouvement des collectivités vers le haut? Il y a une forte demande. Il y a une forte demande de la part des collectivités d'être mieux accompagnées, d'avoir des outils, de pouvoir avoir accès à de l'information, de la cartographie, mais pas que, y compris des outils qui les aideraient à décider, à faire de la préparation, à se préparer effectivement. Et ça, c'est quelque chose que l'on entend fortement. Alors en même temps, il y a parfois une petite inquiétude, parce que le dialogue entre les chercheurs c'est-à-dire qu'il y a un besoin de convergence entre les enjeux des chercheurs et puis ces besoins exprimés par les collectivités ou par des industriels aussi, faut pas oublier les industriels. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va mettre en place, on n'a pas encore mis en place puisque le programme démarre finalement depuis le début de l'année, le programme IRIMA. Mais on va mettre en place vraiment un comité des parties prenantes où on va essayer d'associer les acteurs qui sont auprès des territoires et les équipes de recherche du programme. Et alors peut-être en guise de conclusion, Didier Georges, on le voit, l'ambition de ce programme est large, elle est à la fois scientifique et académique. Vous allez devoir produire de la science, des articles transdisciplinaires. C'est également une ambition opérationnelle et économique, puisque vous
vous prônez la participation à une compétitivité économique recouvrée à partir de cette science du risque et également politique, puisque vous vous situez comme un acteur de médiation scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part du courage, Didier Georges, pour le succès de ce programme ? Écoutez, moi je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que véritablement on puisse apporter des outils concrets, mieux se connaître d'abord entre les différentes disciplines, ça c'est un préalable, et ça va se construire au fur et à mesure des années, et être capable surtout de contribuer au bien-être de la société. Moi, notre objectif en tant que chercheur in fine, c'est d'améliorer et de faire en sorte que les gens vivent mieux dans un contexte qui va être malheureusement, d'une certaine manière, et ça c'est un petit peu notre constat, bien sûr dégradé dans le sens où il faut changer les modes de vie un petit peu pour faire face à ces différentes problématiques liées au changement climatique en particulier. Voilà. Donc ça c'est ça notre ambition, c'est vraiment d'être au service de la société à travers une recherche de qualité lisible au niveau international et puis former des jeunes chercheurs. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est à travers ce projet, on a l'ambition de former des jeunes chercheurs qui demain seront aussi des porte-paroles de cette philosophie un petit peu pour faire face à ces différents problématiques. Eh bien, un grand merci Didier Georges, on vous souhaite évidemment le meilleur et on nous souhaite également le meilleur à partir de ces travaux ambitieux. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Radio Anthropocène.